Interaction entre matières. La première partie. Cette partie, destinée aux élèves de 4e année de la section mathématiques, sciences expérimentales et sciences informatiques, est présentée par M. Fgaïr Mourad, enseignant à lycée El Khalis Fax 2, avec la collaboration de l'inspecteur M. Ahmed Massoudi, dans laquelle on se propose d'étudier 3 phénomènes physiques. Le phénomène de diffraction d'une onde mécanique, phénomène de diffraction de la lumière, phénomène de dispersion de la lumière. On se propose d'étudier l'interaction onde-matière, qui consiste à analyser le comportement d'une onde lorsqu'elle interagit avec la matière. On va découvrir ensemble un nouveau phénomène que subit une onde mécanique et la lumière. Grand A. Le phénomène de diffraction d'une onde mécanique. Expérience numéro 1. En éclairant la surface de l'eau d'une équivalente excitée par une pointe S, animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal à l'aide d'un stroboscope de fréquence réglable. Pour une fréquence NE du stroboscope, on observe sur la surface de l'eau de l'équivalente des rides circulaires concentriques en S, équidistantes, qui se présentent alternativement sous forme de creux et de crêtes. Qu'observe-t-on sur l'écran en verre dépoli de l'équivalente? Sur l'écran en verre dépoli, on observe des cercles concentriques en S, équidistants, alternativement brillants et sombres. Voilà. Sur la surface de l'eau, on observe des rides et sur l'écran, on observe des cercles qui peuvent être immobiles ou progressant au ralenti dans le sens réel de propagation ou dans le sens inverse. Tout dépend de la valeur de la fréquence NE du stroboscope utilisé. Expérience numéro 2. En éclairant la surface de l'eau d'une équivalente excitée par une réglette S verticale, animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal à l'aide d'un stroboscope de fréquence réglable. Pour une fréquence NE du stroboscope, on observe sur la surface de l'eau de l'équivalente des rides rectilignes parallèles à S, équidistantes, qui se présentent alternativement sous forme de creux et de crêtes. Observe-t-on sur l'écran en verre dépoli de l'équivalente? Sur l'écran en verre dépoli, on observe des lignes droites parallèles à S, équidistantes, alternativement brillantes et sombres. Les rides observées sur la surface de l'eau et les lignes observées sur l'écran peuvent être immobiles ou progressant au ralenti dans le sens réel de propagation ou dans le sens inverse. Tout dépend de la valeur de la fréquence NE du stroboscope utilisé. Expérience 3. En éclairant la surface de l'eau d'une équivalente excitée par une réglette verticale S, animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal à l'aide d'un stroboscope de fréquence NE bien déterminé.
La réglette S donne naissance à une onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda, devant laquelle on place deux plaques en plexiglas formant une fente F de largeur A réglable. L'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A bien déterminée qu'observe-t-on au-delà de la fente. L'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers la fente de largeur A bien déterminée devient circulaire, c'est l'onde diffractée, et l'onde rectiligne a subi le phénomène de diffraction d'une onde. Voilà. L'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A bien déterminée. Elle devient circulaire, appelée onde diffractée. C'est le phénomène de diffraction d'une onde mécanique au cours duquel il y a changement de la direction de propagation à travers la fente. Donc, le milieu de la fente est assimilé à une source ponctuelle. Petit b maintenant, influence de rapport A sur lambda sur le phénomène de diffraction d'une onde mécanique. On va essayer de traiter trois cas. A inférieur à lambda, A comparable à lambda et A très supérieur à lambda, sachant que A, la largeur de la fente, et lambda, la longueur d'onde de l'onde incidente. Donc l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A inférieure à lambda, subit le phénomène de diffraction, on donne naissance à une onde diffractée circulaire. Le phénomène il est bien net. Deuxième cas. L'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A comparable à lambda, subit le phénomène de diffraction et donne naissance à une onde diffractée, se présente sous forme des arcs de cercle limités dans une zone triangulaire. C'est le phénomène de diffraction, mais quand même il est moins net que le phénomène de diffraction dans le premier cas. Troisième cas maintenant. Donc, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A très supérieure à lambda, ne subit pas le phénomène de diffraction et au-delà de la fente, l'onde se présente sous forme de rides pratiquement rectilignes, avec une légère déformation au niveau des bords. Donc, pas de phénomène de diffraction dans ce cas. On reprend le troisième cas. Premier cas, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A inférieure à lambda, donne naissance à une onde circulaire appelée diffractée si le phénomène de diffraction il est bien net. Deuxième cas, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A comparable à lambda, subit le phénomène de diffraction
en donnant naissance à une onde diffractée de même longueur d'onde lambda, mais se présente sous forme des arcs de cercle limités dans une zone triangulaire de sommet I du milieu de la fente. Il y a un phénomène de diffraction, mais il est moins net que le premier cas. Troisième cas, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A très supérieure à lambda, ne subit pas le phénomène de diffraction, car l'onde au-delà de la fente ayant la forme des rides pratiquement rectilignes. Donc il n'y a pas changement de la direction de propagation de l'onde à travers la fente, par suite pas de phénomène de diffraction d'une onde mécanique. Remarque, en remplaçant la fente F de largeur A par un obstacle de même largeur A convenable, on obtient le même phénomène de diffraction. En effet, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda rencontre un obstacle de largeur A convenable subit des déformations, donc appelé onde diffractée, et le phénomène est dit phénomène de diffraction. Conclusion maintenant, la diffraction est la modification de la direction de propagation d'une onde à travers une fente ou un obstacle. Le phénomène de diffraction est observé lorsque la largeur A de la fente ou de l'obstacle est comparable avec la longueur d'onde lambda de l'onde incidente. Et la troisième conclusion, pour que le phénomène de diffraction soit appréciable, il faut que la largeur A de la fente ou de l'obstacle soit inférieure à la longueur d'onde lambda de l'onde incidente. Maintenant, on va traiter deux exemples de phénomènes de diffraction d'une onde mécanique naturelle. Premier exemple, l'onde rectiligne incidente passe entre deux rochers qui jouent le rôle d'une fente, change de forme, ça devient sous forme des arcs de cercle, c'est le phénomène de diffraction d'une onde mécanique. Deuxième exemple, l'onde rectiligne incidente de longueur d'onde lambda rencontre un obstacle, provoque la déformation de ces rides, donc c'est le phénomène de diffraction par un obstacle. C'est terminé pour le phénomène de diffraction d'une onde mécanique. On va passer grand 2 maintenant, le phénomène de diffraction de la lumière. Plus tard, mise en évidence du phénomène de diffraction de la lumière par une fente rectangulaire. Expérience numéro 1. On dispose d'une source laser S émettant une lumière rouge et un écran placé à une distance D de la source. Donc, source laser émet un faisceau lumineux qui se propage suivant un trajet rectiligne. C'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. En effet, dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage, si vous voulez, sous forme de lignes droites. Qu'observe-t-on dans ce cas sur l'écran? Voilà, on observe sur l'écran un spot lumineux de couleur rouge, ce qui confirme le principe de propagation rectiligne de la lumière. On passe à l'expérience 2. Lorsqu'on interpose entre la source laser et l'écran une fente rectangulaire verticale F de largeur A. Donc la source laser émet un faisceau lumineux, rencontre un diaphragme muni d'une fente de largeur A variable, voilà,
Et sur l'écran, vous allez observer le résultat de cette expérience. Sur l'écran, on observe une figure étalée horizontalement, formée par une tache centrale, la plus large et la plus brillante, n'est pas toute seule, mais entourée de part et d'autre de taches lumineuses qui sont séparées par des zones sombres, appelées la figure de diffraction, qui résulte au phénomène de diffraction de la lumière. Voilà la figure de diffraction étalée horizontalement avec D, c'est la largeur de la tache centrale qui correspond à la distance entre le milieu de deux zones sombres de part et d'autre de la tache centrale. On passe maintenant à l'animation numéro 2. Voilà, donc laser émet un faisceau lumineux qui se propage suivant une ligne droite, rencontre une fente de largeur A, subit le phénomène de diffraction, donnant naissance à une figure de diffraction étalée horizontalement tant qu'il y a changement de la direction de propagation de la lumière à travers la fente. Voilà, la fente étant verticale, la figure de diffraction est étalée horizontalement sur l'écran, mais si la fente est horizontale maintenant, voilà, si la fente est horizontale, la figure de diffraction est étalée verticalement sur l'écran, ce qui nous permet de conclure que la direction de la fente est toujours orthogonale à celle de la figure de diffraction observée sur l'écran. Donc, remarque, donc la direction de la figure de diffraction est orthogonale à celle de la fente. Deuxième remarque, en remplaçant la fente F de largeur A par un obstacle, soit fil, fin ou cheveux, de même largeur A convenable, on obtient le phénomène de diffraction. Troisième remarque, le phénomène de diffraction est observé lorsque la fente ou l'obstacle de largeur A très petite, c'est-à-dire de quelques dixièmes de millimètre. Petit b maintenant, le phénomène de diffraction de la lumière par un trou. Lorsqu'on interpose entre la source laser et l'écran une fente circulaire F de diamètre A convenable. Donc, source laser émet un faisceau lumineux qui passe à travers une fente circulaire de diamètre A convenable, subit le phénomène de diffraction, il y a changement de la direction de propagation de la lumière, donnant naissance à une figure de diffraction sur l'écran. Voilà. Donc la figure de diffraction se présente sous forme d'état circulaire concentrique appelé anneau de diffraction. Donc la forme de la figure de diffraction observée sur l'écran dépend de la forme, si vous voulez, de la fente utilisée. Voilà. L'onde mécanique a subi le phénomène de diffraction
ainsi que la lumière. Alors, par analogie, avec la direction d'une onde mécanique, on peut conclure que la lumière a un caractère ondulatoire. En effet, avant la traversée de la fente, le laser se propage suivant un trajet rectiligne, ce qui confirme le principe de propagation de la lumière, mais au niveau de la fente, le caractère ondulatoire se manifeste, ce qui explique le phénomène de diffraction. Voilà, conclusion. La première conclusion, par analogie avec la diffraction d'une onde mécanique, on peut conclure que la lumière a un caractère ondulatoire. Donc la lumière est une onde, donc l'onde lumineuse est une onde qui se propage dans tout milieu transparent et même dans le vide, est caractérisée par une longueur d'onde lambda, une période t et une célérité c, telle que lambda égale à c fois t, sachant que la célérité de propagation de la lumière dépend de la nature du milieu propagateur. Voilà. Troisième conclusion, dans l'air ou dans le vide, l'onde lumineuse se propage avec une célérité c égale à 3 puissance 8 mètres seconde moins 1. Après avoir mis en évidence le phénomène de diffraction de la lumière, on passe pour étudier l'influence de A et lambda sur la largeur L et la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale. Voilà le dispositif du phénomène de diffraction de la lumière. La lumière incidente passe à travers une fente ou un obstacle de largeur A convenable, subit le phénomène de diffraction en donnant naissance à une figure de diffraction observée sur l'écran. Grand D. Grand D, c'est la distance entre la fente ou l'obstacle et l'écran. A, la largeur de la fente ou de l'obstacle. L ou D, la largeur de la tasse centrale de la figure de diffraction observée sur l'écran correspond à la distance entre le milieu de deux zones sombres de part et d'autre de la tasse centrale. θ, la demi-largeur angulaire de la tasse centrale, qui correspond à l'angle auquel on observe la demi-largeur de la tasse centrale à partir du milieu de la fente. Lambda, la longueur d'onde de la radiation lumineuse monochromatique utilisée. En effet, dans un milieu homogène et transparent, chaque radiation lumineuse monochromatique, c'est-à-dire ayant une couleur unique, de fréquence n, est caractérisée par une longueur d'onde lambda. Donc si on change la couleur de la radiation lumineuse, alors sa longueur d'onde lambda varie. Expérience numéro 1. En éclairant la fente F par une radiation lumineuse monochromatique, longueur d'onde lambda, puis on fait varier la largeur A de la fente, et on contrôle la largeur L ainsi que la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale. Que constatez-vous dans ce cas? Voilà. La radiation utilisée étant jaune, ayant une longueur d'onde lambda 566 nanomètres, un nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres, la distance D entre la fente et l'écran étant fixe à une valeur de 1,48 mètres, on va essayer maintenant de diminuer la largeur A de la fente et de contrôler la largeur L de la tasse centrale ainsi que la demi-largeur angulaire θ. Donc on diminue A, et comme vous voyez, lorsqu'on diminue A, la largeur de la tasse centrale augmente, ainsi que l'angle θ. Voilà. C'est l'étude qualitative de l'effet de la largeur A de la fente sur la largeur L de la tasse centrale et la demi-largeur angulaire θ. Voilà.
Cette expérience nous permet de conclure que la largeur L ainsi que la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale sont d'autant plus grandes que la largeur A de la fente F est plus petite. On passe à l'expérience numéro 2. Pour une valeur de la largeur A de la fente, on fait varier la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse monochromatique qui éclaire la fente F et on contrôle la largeur L ainsi que la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale. C'est-à-dire au cours de cette expérience, on va essayer de varier la longueur d'onde de la radiation, c'est-à-dire on va changer la couleur de la radiation lumineuse utilisée et de contrôler la largeur L de la tasse centrale ainsi que la demi-largeur angulaire θ. Voilà. On a utilisé au cours de cette expérience la radiation lumineuse de couleur bleue, ayant une longueur d'onde de valeur 437 nanomètres. La distance entre la fente et l'écran étant fixe à une valeur de 1,48 mètres. La largeur de la fente étant de valeur 29 micromètres. 1 micromètre, c'est la distance moins 6 mètres. Donc lorsque la radiation utilisée est en bleu, voilà, ça c'est la valeur de la largeur L de la tasse centrale, et voilà l'angle qui correspond aux demi-largeurs angulaires de la tasse centrale. On va passer maintenant à la radiation lumineuse de couleur rouge. Voilà. Lorsqu'on a utilisé la radiation lumineuse de couleur rouge, la longueur d'onde lambda de la radiation étant 740, on a augmenté la longueur d'onde de la radiation lumineuse en passant de bleu au rouge. La largeur L de la tasse centrale qu'on voyait augmente par rapport à la radiation bleue et l'angle d'état de même augmente. Donc, pour conclure, si on augmente la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse utilisée, on constate bien que la largeur L de la tasse centrale ainsi que θ augmente. Donc, cette étude expérimentale consiste à faire l'étude qualitative de l'effet de la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse sur la largeur L de la tasse centrale. Voilà. La largeur L ainsi que la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale sont d'autant plus grandes que la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse est plus grande. Donc, ces deux expériences nous permettent de justifier expérimentalement que la largeur L de la tasse centrale ainsi que la demi-largeur angulaire θ dépend de A et lambda. L'expression maintenant de la largeur L de la tasse centrale en fonction de A, lambda et grand D. On considère le triangle rectangle voilà. Voilà le triangle rectangle. Voici l'angle θ. Ça, c'est le côté opposé, c'est L sur 2. Et ça, c'est la distance grand D correspond au côté adjacent. En appliquant dans ce cas-là tangente θ égale côté opposé, c'est côté adjacent. Tangente θ égale à L sur 2 sur grand D. Voilà. Donc, on va commencer premièrement l'expression de la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale en fonction de L et grand D.
Tangente θ égale L sur 2, ça correspond au côté opposé, sur grand D, côté adjacent, c'est-à-dire tangente θ égale à L sur 2 grand D. Or, θ est très faible, θ est inférieur à 10 degrés, alors on a le droit d'appliquer une approximation mathématique, tangente θ égale à θ. Donc, tangente θ égale à L sur 2D, d'où on peut conclure que θ égale à L sur 2D. Avec L s'exprime, si vous voulez, en mètres, L s'exprime en mètres, grand D s'exprime en mètres, et θ s'exprime en radians. Voilà. L'expérience numéro 2. En éclairant un fil calibré par une source laser de longueur d'onde lambda égale à 680 nanomètres, puis on fait varier le diamètre A du fil et on mesure la largeur L de la tasse centrale correspondante. Distance D égale à 100 cm égale à 1 mètre par rapport à l'écran. Donc voilà le dispositif de cette expérience. Vous avez ici le laser de longueur d'onde lambda 680 nanomètres qui éclaire le fil de diamètre A variable qui est placé à une distance grande D égale à 1 mètre par rapport à l'écran sur lequel on observe la figure de diffraction. On commence maintenant par un fil calibré de diamètre 40 micromètres. Là, on observe sur l'écran la figure de diffraction. On va essayer de mesurer la largeur L de la tasse centrale. Voilà, on trouve que la largeur L de la tasse centrale égale à 3,3 cm. On augmente encore le diamètre de fil à une valeur de 60 micromètres. Et on observe sur l'écran la figure de diffraction et on mesure la largeur L de la tasse centrale. Voilà. On trouve que L égale 2,2 cm. Maintenant, on augmente encore la largeur au diamètre du fil à une valeur de 80 micromètres. On observe la figure de diffraction, puis on mesure la largeur L de la tasse centrale. On trouve que la largeur L de tasse centrale est 1,6 cm. Tableau de valeurs. On va essayer de regrouper les résultats de cette expérience dans un tableau, sachant que 1 cm égale 100 moins 2 mètres, 1 micromètre 100 moins 6 mètres, 1 nanomètre 100 moins 9 mètres, sachant que la distance entre le fil et l'écran
grande égale à 1 mètre, laser de longueur d'onde 680 nanomètres, voilà les valeurs de diamètre du fil qui s'exprime en micromètres puis en mètres, et la largeur L de la place centrale qui s'exprime en mètres. Donc constatez bien que lorsqu'on augmente le diamètre du fil, on constate bien que la largeur L de la place centrale diminue. Voilà, ça c'est le tableau numéro 1. On a dressé encore un deuxième tableau, c'est le tableau numéro 2, dans lequel on a calculé l'inverse de A, mon mètre moins 1, et on a calculé la demi-largeur angulaire θ, sachant que θ égale à L sur 2 grand T. On a, pour chaque valeur de L de l'expérience précédente, on calcule le rapport θ égale à L sur 2D, sachant que grand D égale à 1 mètre. Voilà. Ce tableau nous permet de faire la représentation graphique. Donc, représentation graphique de l'évolution de la demi-largeur angulaire θ de la tasse centrale en fonction de l'inverse du diamètre A du fil. Donc, on va représenter la courbe θ égale à f de 1 sur A. Donc, on va avoir 3 points. On va essayer de relier ces points entre eux de la courbe θ égale à f de 1 sur A. Pour cela, on utilise une règle. Voilà. Donc la courbe θ égale à f de 1 sur A est un segment de droite qui passe par l'origine, correspond à une fonction linéaire. On va maintenant essayer d'exploiter la courbe θ égale à f de 1 sur A. Donc comme vous voyez, la courbe θ égale à f de 1 sur A est un segment de droite qui passe par l'origine d'équation θ égale à k fois 1 sur A, avec k le coefficient directeur de la droite. Pour calculer k, il suffit de calculer la différence de données sur la différence d'abscisse de 2 points de la droite. Donc, 16,5 puissance moins 3, moins 8 puissance moins 3, sur 25 puissance 3, moins 12,5 puissance 3. On a fait la différence d'ordonner sur la différence d'abscisse de ces 2 points. Voilà. Voilà. Donc 16,5 puissance moins 3, moins 11, moins 8 puissance moins 3, sur 25 puissance 3, moins 12,5 puissance 3. On trouve que k égale à 680 puissance moins 9 mètres. Cette valeur de k qui est égale à 690 puissance moins 9 mètres correspond à 680 nanomètres. Et cette valeur-là, de 680 nanomètres, ce n'est que la longueur d'onde de lambda, de la Z utilisée. Donc, le coefficient directeur de la droite correspond à la longueur d'onde lambda de laser utilisé au cours de l'expérience. Donc cette valeur-là, ce n'est que
la longueur d'onde de la Z. Alors, θ égale à K fois 1 sur A. Or, K correspond à la valeur de la longueur d'onde lambda de la Z, donc ça sera lambda fois 1 sur A. Ce qui nous permet de conclure que θ est à quoi? À lambda sur A. Voilà, ça c'est la deuxième relation. Ça c'est la relation numéro 2. La première relation qu'on a établie, c'est θ égale à L sur 2D. Et la deuxième relation, c'est θ égale à lambda sur A. Maintenant, déduire alors l'expression de la largeur L de la place centrale en fonction de A, lambda et grand D. On a déjà θ égale à L sur 2 grand D. Et d'autre part, θ égale à lambda sur A. Par l'identification des expressions de θ, on peut écrire que L sur 2D égale à lambda sur A. Par suite, L à quoi égale 2D lambda fois 1 sur A. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de L en fonction de D, lambda et 1 sur A. Cette formule-là vérifie le résultat de l'expérience précédente. En effet, pour une valeur de D constante et lambda constante, L et A sont inversement proportionnels. Et pour une valeur donnée de A et D, vous avez bien L et lambda sont proportionnels. Cette expression-là, cette formule-là nous permet de conclure que L, la largeur de la place centrale, dépend de la distance grand D entre le fente ou l'obstacle et l'écran, dépend de la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse utilisée et de la largeur A de la fente ou, si vous voulez, le diamètre de l'obstacle. Voilà. On passe maintenant à l'exercice d'application. On se propose de déterminer le diamètre A d'un cheveu. Pour cela, on éclaire celui-ci disposé verticalement par une radiation lumineuse monochromatique de longueur d'onde lambda. Sur un écran placé perpendiculairement au faisceau lumineux et parallèle au plan du cheveu, se forme une figure de diffraction. Premièrement, décrire brièvement la figure observée sur l'écran en indiquant sa direction. Voilà, la figure de diffraction est formée par une tache centrale, la plus large et la plus brillante, entourée de part et d'autre des taches lumineuses qui sont séparées par des zones sombres. Et on sait bien que la direction de la figure de diffraction observée sur l'écran est toujours orthogonale à celle du cheveu. Tant que le cheveu est disposé verticalement, alors obligatoirement la figure de diffraction est étalée horizontalement. Petit b. Quel est le caractère de la lumière mis en jeu dans cette expérience?
Par analogie avec la diffraction d'une onde mécanique, on peut conclure que la lumière a un caractère dilatoire. Deuxièmement, maintenant, quelles conditions doit satisfaire le diamètre A du cheveu pour que l'on obtienne la figure nette de diffraction sur l'écran? Il faut que le diamètre A du cheveu se rapproche au maximum à la valeur de la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse utilisée. Troisièmement, petit a. Établit l'expression de la demi-largeur angulaire θ, caractérisant la tasse centrale de diffraction en fonction de la largeur L de la tasse centrale et grand D, sachant que D, c'est la distance entre l'écran et le plan de cheveux. Voilà, donc tangente θ égale côté opposé sur le côté adjacent du triangle rectangle qu'on a représenté tout à l'heure. Donc le côté opposé, ça correspond à L sur 2, et le côté adjacent, c'est grand D, est égal à L sur 2 grand D. Or, θ est très petit, très faible, d'ailleurs θ est inférieur à 10 degrés, alors tu peux faire une représentation mathématique, tangente et θ. Ce qui nous permet de conclure ou de déduire que θ égale à L sur 2 grand D. Donc ça, c'est la relation numéro 1. Voilà. Petit b maintenant. Donner la relation entre θ, lambda et A. On a montré expérimentalement que θ égale lambda sur A. C'est la relation numéro 2. Voilà. Petit c, déduire le diamètre A du cheveu utilisé. Par identification, la relation A, numéro 1 et numéro 2, alors on peut conclure que L sur 2D égale à lambda sur A, ce qui nous permet de déduire l'expression de largeur pour le diamètre A du cheveu, A égale à 2D lambda sur L. Faisons l'application numérique, A égale et 2 fois grand D, c'est, comme vous voyez, 1,5 mètre, fois la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée, la radiation lumineuse utilisée, 588 10 puissance moins 9 sur L, grand roi de phénomène de dispersion, petit a,
le phénomène de dispersion de la lumière. Expérience numéro 1. En éclairant l'une des faces d'un prisme en verre d'indice de diffraction n par un faisceau laser. Voilà le prisme en verre. Donc on a représenté le trajet des vaisseaux laser avant la traversée et à la traversée et au-delà du prisme. Donc l'angle entre la direction de vaisseau laser incident avant la traversée de prisme et le vaisseau laser au-delà du prisme est appelé angle de déviation grand D. Comment peut-on expliquer la déviation grand D des lasers? Voilà. Le vaisseau laser arrive au point I de la surface de séparation entre l'air et le verre, sachant que l'air est d'indice de diffraction n égale à 1 et le verre d'indice de diffraction n égale à 1,5. Faisons un angle I, on l'appelle l'angle d'incidence, entre la normale et la direction du vaisseau incident, qui subit une réfraction en se rapprochant de la normale. Donc le rayon réfracté dans le verre arrive au point J de la surface de séparation entre verre R avec un angle d'incidence R' qui subit une deuxième réfraction en s'éloignant de la normale avec un angle de réfraction I'. La déviation D de laser en traversant le prisme en verre d'indice de réfraction N. Ça, c'est l'explication, si vous voulez. Donc, la déviation D du vaisseau laser qui traverse le prisme résulte de la double réfraction R vers R. Expérience numéro 2. On remplace la source laser par une autre source de lumière blanche. Qu'observe-t-on sur l'écran dans ce cas-là? Voilà, une source de la lumière blanche qui peut être naturelle comme le soleil ou artificielle comme celle-là. On voit un faisceau lumineux. Devant lequel on place un prisme en verre, le vaisseau subit une déviation. D'ailleurs, il a subi une double réfraction. R vers R. Qu'observe-t-on sur l'écran?
Bon, qu'on observe sur l'écran une bande lumineuse continue appelée le spectre visible de la lumière blanche. Voilà. Le spectre visible de la lumière blanche est formé par une infinité de lumières de couleurs différentes, limitée par la lumière rouge de fréquence nu égale à 4,57 10 puissance 14 Hz d'un côté, et de l'autre côté de la lumière violette avec une fréquence nu égale à 7,5 10 puissance 14 Hz. Comme vous voyez, la fréquence de la radiation violette est supérieure à celle de la radiation rouge. Voilà. Donc, les différentes radiations constituant la lumière blanche ne sont pas déviées de la même manière. Donc, le vaisseau de la lumière blanche qui traverse le prisme d'indice de diffraction N, sous une incidence I, donne une tache lumineuse continue formée par une infinité de lumières de couleurs différentes, limitée par la lumière rouge d'un côté et la lumière violette de l'autre côté. Ce qu'on appelle le spectre visible de la lumière blanche. Donc voilà. Donc, le vaisseau de lumière blanche, l'angle d'incidence, RV, c'est l'angle de réfraction dans le verre pour la radiation violette. R, grand R, c'est l'angle de réfraction dans le verre, la radiation rouge. En appliquant la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction de la lumière, à la surface de séparation R d'indice de réfraction N égale à 1, ou le VR d'indice de réfraction N. Donc pour la radiation violette, on a N R sinus I égale N, l'indice de réfraction du verre pour la radiation violette, sinus RV, c'est-à-dire sinus de l'angle de réfraction de la radiation violette. Maintenant, j'applique la même loi pour le cas de la radiation rouge. NR sinus I égale à l'indice de réfraction du verre pour la radiation rouge fois sinus R rouge, sinus de l'angle de réfraction dans le verre pour la radiation rouge. Donc, par l'identification de ces deux relations, donc N violette sinus R violette égale à N rouge sinus R rouge. Or, l'angle de réfraction dans le verre pour la radiation rouge est supérieur à l'angle de réfraction de la radiation violette dans le verre. Donc, on sait bien dans le domaine 0 pi sur 2, le sinus est une fonction croissante, donc sinus R rouge, l'angle de réfraction de la radiation rouge, supérieur à sinus R violette. Et tant que sinus R rouge est supérieur à sinus R violette, alors on peut conclure que l'indice de réfraction du verre, lorsqu'il est traversé par la radiation rouge, est inférieur à l'indice de réfraction de la verre lorsque le verre est traversé par la radiation violette. Yani, l'indice de réfraction de verre pour la radiation rouge est inférieur à l'indice de réfraction de verre pour la radiation violette. C'est bien. Donc, comme vous voyez, on a déjà signalé que la fréquence du rouge est inférieure à la fréquence de la violette. La déviation rouge est inférieure à la déviation de violette. Et on a trouvé encore que l'indice de réfraction du verre avec la radiation rouge est inférieur à l'indice de réfraction de verre pour la radiation violette. Eh bien. Ce qui nous permet de conclure que l'indice de réfraction de verre dépend de la radiation lumineuse qui le traverse. Voilà. Les différentes radiations constituant la lumière blanche ne sont pas déviées du même angle de déviation grand D par le prisme. Ce phénomène-là est appelé phénomène de lumière blanche.
Sachant que chaque radiation lumineuse monochromatique est caractérisée par une fréquence nue, une longueur d'onde lambda 0 dans le vide, telle que lambda 0 égale à C sur nu, avec C, la célérité de la radiation lumineuse dans le vide, presque égale à dans l'air, c'est 3,8 mètres secondes de moins 1. On peut conclure encore que l'indice de réfraction N du prisme en verre dépend de la fréquence de la radiation qui le traverse. Si on change la fréquence de la radiation qui traverse le prisme, constatez bien que l'angle de réfraction, cette radiation dans le prisme, ça va varier, ce qui nous permet de conclure que l'indice de réfraction dépend de la fréquence. Voilà, conclusion. La lumière blanche est appelée polychromatique, en réalité car elle est formée par plusieurs radiations lumineuses, alors qu'une lumière constituée d'une seule radiation lumineuse, on l'appelle lumière monochromatique. Très bien. Quatrièmement, maintenant, le phénomène de dispersion de la lumière blanche naturelle. Exemple du phénomène de dispersion de la lumière blanche naturelle, c'est l'arc-en-ciel. Donc, d'où la question qui se pose, d'où viennent les arcs-en-ciel? Pascal Curio, je t'explique. Un arc-en-ciel, c'est un phénomène lumineux. L'explication est scientifique. Pour qu'un arc-en-ciel apparaisse, il faut deux ingrédients, du soleil et de la pluie. Et se placer au bon endroit. Le soleil doit être derrière toi et la pluie devant. La lumière du soleil nous apparaît blanche, mais en réalité, elle est composée de faisceaux colorés. Quand un rayon de soleil traverse une goutte d'eau, sa trajectoire est déviée. Il repart dans l'autre sens, vers le bas. Sauf que la goutte renvoie chacun des faisceaux colorés dans une direction légèrement différente. Elle les sépare. La personne qui regarde l'arc-en-ciel voit les faisceaux de couleurs qui ont été divisés former un grand arc. Avec des couleurs toujours dans le même ordre. Du rouge en haut au violet en bas. Merci Laura, j'ai tout compris. Vite du soleil et de la... Voilà. Petit b maintenant. Milieu dispersif et milieu non dispersif. Lorsqu'une radiation lumineuse passe d'un milieu transparent à un autre, sa longueur d'onde lambda et sa célérité V varient, alors que sa fréquence nue reste constante et invariante. Lorsque la radiation tombe dans le vide, on a lambda 0 égale à 6 sur nu. Lambda 0, la longueur d'onde de la radiation dans le vide, C, la célérité de la radiation dans le vide, 3,8, et nu, c'est la fréquence de la radiation dans le vide. Et lorsque la radiation pénètre dans un milieu transparent d'indice de réfraction N, la même radiation passe dans un milieu transparent d'indice N. La célérité dans ce cas-là, de cette radiation dans le milieu transparent d'indice N, V égale C sur N. Avec C, la célérité, la radiation dans le vide, N, c'est l'indice de réfraction du milieu transparent. Et V, c'est la célérité de la radiation lumineuse dans le milieu transparent. Sa longueur d'onde de lambda devient lambda égale à V sur nu. Lambda, longueur d'onde de la radiation dans le milieu. V est la célérité de propagation de la même radiation dans le milieu transparent, où la fréquence nu qui reste constante ne dépend pas du milieu. Voilà. Or, on sait bien que V égale à C sur N. Si je remplace V par C sur N, on trouve que lambda égale à C sur nu fois 1 sur N. Sachant que C sur nu, c'est lambda 0, on obtient alors la longueur d'onde de lambda d'une même radiation dans un milieu transparent est égale à sa longueur d'onde dans le vide sur
n, indice de diffraction du milieu transparent. Voilà. D'autre part, on a V égale à C sur N. V, c'est la propagation de la radiation lumineuse dans le milieu transparent d'indice N. C, la célérité de propagation de la même radiation dans le vide 3 puissance 8 mètres secondes moins 1. On a déjà signalé que la fréquence de rouge est inférieure à la fréquence de violet. On a montré encore que l'indice de réfraction de milieu transparent avec la radiation rouge étant inférieur à l'indice de réfraction du même milieu transparent lorsqu'il est traversé par la radiation violette. Par suite, en disant cette relation V égale C sur N, on peut conclure que la célérité de propagation de la radiation rouge dans le milieu transparent est supérieure à celle de radiation lumineuse de couleur violette. Très bien. Donc, l'indice de fraction N du milieu transparent dépend de la fréquence de la radiation lumineuse utilisée. Donc, on peut conclure que le vert est un milieu dispersif. Donc, la célérité de propagation de la radiation lumineuse dans ce milieu varie avec la fréquence. Alors que l'air est un milieu non dispersif, tout simplement car la célérité de propagation des radiations lumineuses dans l'air ou dans le vide, c'est presque constante, égale à 3 puissance 8 mètres par seconde moins 1. Cela signifie que la célérité de propagation des radiations lumineuses dans l'air ne dépend pas de leur fréquence. On peut déduire que l'air est un milieu non dispersif. Donc, définition d'un milieu dispersif, tout milieu transparent d'indice de diffraction N, où la célérité d'une radiation lumineuse dépend de sa fréquence, est appelé dans ce cas-là un milieu dispersif. Le phénomène de dispersion de la lumière est la variation de sa célérité V dans un milieu transparent d'indice de diffraction N, en fonction de sa fréquence. Le fait d'avoir une radiation lumineuse de célérité V qui varie avec sa fréquence, donc il s'agit de phénomène de dispersion de la lumière. Petit c, le phénomène de dispersion d'une onde mécanique. Premièrement, expérience. On utilise une équivalente contenant de l'eau, munie d'une lame vibrante, animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. On obtient alors des rides rectilignes qui se propagent. On se propose de varier la fréquence N de la lame vibrante et on règle la fréquence NE du stroboscope pour avoir l'immobilité apparente, puis on mesure la longueur d'onde lambda de l'onde à la surface de l'eau. Cela nous permet de calculer la célérité de propagation V de l'onde. Tableau de valeur. Lorsqu'on fixe la fréquence N de la lame vibrante à une valeur de 10 Hz, la longueur d'onde lambda 2,1 cm, et on calcule la célérité V de l'onde lambda fois N égale à 21 cm seconde moins 1. Alors que lorsque la fréquence N de la lame vibrante étant de 20 Hz, lambda devient 1,1 cm et la célérité de l'onde étant de 22 cm seconde moins 1. Et lorsque la fréquence N de la lame vibrante de 30 Hz, la longueur d'onde lambda devient 0,8 cm et la célérité V de l'onde à la surface de l'eau étant de valeur 24 cm seconde moins 1. Voilà, en examinant le tableau, on peut constater que lorsqu'on varie la fréquence N de la lame vibrante, la célérité V de propagation de l'onde à la surface de l'eau varie, ce qui nous permet de conclure que l'eau est un milieu dispersif. Troisièmement, interprétation. En faisant varier la fréquence N de l'onde qui progresse à la surface de l'eau, on constate bien qu'il y a variation de sa célérité V, d'où l'eau est considérée comme étant milieu dispersif. Et le phénomène est appelé le phénomène de dispersion d'une onde mécanique. Petit d, conclusion. On appelle milieu dispersif pour une onde de fréquence N si elle est mécanique ou fréquence Ni si elle est lumineuse, tout milieu où la célérité V de cette onde ne dépend pas uniquement des propriétés du milieu de propagation, mais dépend aussi de la fréquence N si elle est mécanique ou de la fréquence Ni si elle est lumineuse.
Enfin, je souhaite que mon explication soit claire et accessible et je vous remercie.